Eh bien, pour l'édition, nous avons le plaisir, comme je l'annonce depuis ce matin, 7h ou presque, de recevoir Régis Le Sommier. Régis, voilà, depuis 7h du matin, j'annonce que tu seras là à 9h07, donc merci beaucoup d'être là à 9h07. 9h08, exactement. Voilà. Alors, bisous de la part des fins de race, c'était la manière dont Alice Cordier nous résumait sa position vis-à-vis de Mathieu Kassovitz. Une réaction à chaud sur le Festival de Cannes et tout ce qui s'y est raconté d'intelligent. Écoutez, moi, en fait, le Festival de Cannes, quand j'étais à Paris Match, je l'ai couvert pendant 4 ans. C'était un exercice épuisant. 15 jours à faire les soirées, les films, les montées des marches. Oui, donc... maintenant, je cherche à le fuir. C'est-à-dire, dès que j'entends quelque chose... Alors bon, je m'informe quand même des films qu'on peut y voir, mais en fait, le but de Cannes, c'est pas de voir les films, c'est plutôt de faire la petite phrase, le petit... Et cette année, ce que j'ai pu noter dans les quelques bribes du festival qui sont arrivées jusqu'à moi, c'est Juliette Binoche qui essaye à la fois donc d'arriver avec une sorte de voile, et puis après qui remercie un réalisateur iranien qui lui vient d'un pays où les femmes sont persécutées. Enfin bref, il y a une espèce de confusion et sur Kassovitz, c'est toujours la même chose. Enfin, il a toujours dit ça. Moi, ça m'a pas choqué particulièrement. Sauf que, moi, vous savez, la dernière fois que j'ai vu Mathieu Kassovitz, c'était dans un tweet où il était torse nu dans sa salle de bain, en train d'insulter un de ses anciens partenaires de la haine et de lui proposer un combat de boxe. Ah, très bien, ça fait très gitan, j'aime bien. Je me suis dit, le type va pas bien du tout. Et en fait, ce qu'on voit à chaque fois, c'est qu'il va pas bien du tout. Et il y a une forme chez lui de haine de lui-même ou de haine de ce qu'il représente. Et quand il parle des Français de souche, je crois qu'il les voit pas beaucoup parce que dans son entourage, il y en a pas. Et puis il faut traverser le périph' pour les voir. Et voilà. Et le problème de Mathieu Kassovitz, c'est ça, c'est l'incarnation de cette espèce de petit microcosme qui vit complètement sur une autre planète et qui est pas du tout au contact des réalités des Français où il faut se lever tôt, mettre des bottes, aller dans le froid. Voilà, et nos agriculteurs sont en train d'en parler devant l'Assemblée nationale. Il ferait bien de regarder ça aussi. Mais pour lui, ça fait pas partie de cette réalité, donc il connaît pas les Français de souche. Bon, voilà. Mais ça fait des années qu'il fait ça, et encore une fois, c'est pas nouveau. Je vous dis, ça participe d'une haine de soi. Il y a un côté psychiatrique derrière, et il aurait peut-être dû faire une thérapie, où elle a mal été faite, j'en sais rien. Voilà. Mathieu, si tu nous écoutes, sache qu'on t'aime quand même et qu'on a bien compris que c'était pas de ta faute toutes ces sottises que tu racontes. Et sinon, Liselotte m'a dit il faut absolument que vous parliez avec Régis des drones à fibre optique sur le front ukrainien. Ça paraît... Voilà. Alors j'ai tout de suite imprimé l'article du Figaro au lieu d'imprimer l'article de Frontières, c'est dommage. Et donc vous avez... des lumières précises sur... Alors, je résume quand même pour que ma question ne soit pas complètement aberrante. Donc, il y a des drones qui sont téléguidés, il y a des drones qui sont philo-guidés. Et évidemment, les drones philo-guidés, on a beaucoup de mal à les perturber, en tout cas beaucoup plus de mal à les perturber que ceux qui sont téléguidés. Et vous avez résumé Alors, merci Richard de Sez pour votre propre interview. Finalement... Vous qui êtes régulièrement sur place, est-ce que véritablement ces drones philo-guidés sont une espèce de petite révolution sur le front russo-ukrainien ? Moi, ce que je trouve absolument incroyable avec cette guerre en Ukraine, c'est la vitesse de progression, d'évolution justement des nouvelles technologies, mais pas tant que ça des technologies, de l'utilisation à des fins militaires, justement, de toutes ces nouveautés. Et ce mélange d'archaïsme qui existe dans la guerre des drones, où la meilleure arme pour détruire un drone qui vous attaque, ça reste le vieux fusil de chasse. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que de semaine en semaine, pratiquement, je vois l'évolution par rapport à au dernier reportage que j'avais fait sur des dronistes russes à Koursk, qui étaient déjà aussi arrivés au centre du champ de bataille. C'est-à-dire que moi, j'ai vu pendant cette guerre en Ukraine des transformations incroyables. Au début de la guerre, on filmait, on tournait, on prenait des photos de véhicules blindés avec des fantassins au-dessus pour pouvoir les transporter vers les lignes de front ou les retirer vers des lignes de front. Voilà, aujourd'hui, ces images-là ne sont inconcevables.
incroyable. Parce que les drones sont capables évidemment de flinguer tous ceux qui sont au-dessus de ces blindés ou dans ces voitures découvertes. Entre ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire la ligne de front, et 5 km, en gros, tout ce qui bouge de véhicules a une durée de vie très 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 limité. Entre 5 et 10 km, chaque véhicule est en danger. Et aujourd'hui, grâce notamment aux drones à fibre optique, on peut cibler des véhicules jusqu'à 20-25 km. Ça, j'avais déjà vu des dronistes le pratiquer à course, c'est-à-dire envoyer des drones FPV, c'est-à-dire des drones d'attaque, des drones kamikazes, jusqu'à 20 km en augmentant au maximum la portée de leurs antennes pour pouvoir leur donner un champ d'action plus long. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle le front a complètement changé. Et vous savez, il y a les lignes des deux côtés, et puis il y a ce qu'on appelle la zone grise au milieu. Et aujourd'hui, la zone grise, grâce aux drones, ou à cause des drones, elle fait environ 7 km. Donc, quand vous voulez acheminer des troupes sur la ligne de front, vous êtes obligé aujourd'hui de les acheminer en pick-up. Avant, on les acheminait sur ces véhicules blindés dont je vous parlais, mais qui sont beaucoup plus lents, donc qui peuvent être évidemment attaqués par les drones beaucoup plus facilement. Le pick-up a l'avantage de pouvoir justement passer les 120 km/h sur des routes qui sont souvent assez droites en Ukraine, et justement de pouvoir contrer les drones. Mais sinon, il y a aussi les quads, il y a aussi les motos. Donc on se déplace aujourd'hui avec des plus petites unités pour justement essayer d'éviter les drones. Les rotations ont lieu de nuit. Alors, elles avaient lieu de nuit avant aussi, mais il y en avait parfois qui se faisaient en plein jour, et ces déplacements de troupes ont complètement changé, et aujourd'hui, il est extrêmement, extrêmement périlleux de bouger. Donc, du coup, comme les rotations sont plus compliquées, les soldats restent plus sur le front, c'est-à-dire ça dépasse le mois, parfois 1 mois et demi, alors qu'avant c'était plutôt 3 semaines. Donc voilà, on a plus de difficultés à faire les rotations, donc les soldats. Donc vous imaginez les contraintes supplémentaires que ça exerce sur un fantassin, et ça des deux côtés, que ce soit russe ou ukrainien. Donc c'est vraiment une guerre atroce, mais une guerre qui est encore plus compliquée par l'arrivée justement de ces drones. Et comme vous le disiez, les drones à fibre optique, qu'est-ce qu'ils rajoutent ? Ils rajoutent le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas les brouiller. Donc ne pouvant pas les brouiller, il y a on va dire un avantage qui est repris par les Russes, parce que ce sont les Russes qui ont cette technologie plus que les Ukrainiens. Plus que les Ukrainiens. Alors que les Ukrainiens avaient un avantage. Nous, je vous dis, Koursk, c'était novembre-décembre. À l'époque, les dronistes russes admettaient que les Ukrainiens avaient un avantage par rapport à eux. Aujourd'hui, avec les drones à fibre optique, les Russes ont repris un avantage aussi dans leur capacité à fabriquer ces drones en quantité. Et c'est là où l'économie de guerre dans laquelle les Russes sont entrés leur sert énormément, parce que à plein de niveaux, ils arrivent à fabriquer en nombre. Ils n'ont pas de pénurie de munitions, n'ont pas de pénurie de canons. Aujourd'hui, leur économie de guerre marche à plein, et ça se traduit sur le terrain effectivement par des avancées assez significatives. Aujourd'hui, le tempo opérationnel des Russes s'est largement accéléré, avec parfois 30 km² pris en un seul jour, jusqu'à 150 pris par semaine. Alors vous me direz, c'est pas énormément, mais ça additionné, ça commence à faire beaucoup. Et aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une poussée. Et en plus, c'est général sur l'ensemble du front. C'est-à-dire, il n'y a pas de partie du front où les Ukrainiens résistent toujours, mais où les Ukrainiens, eux, font des avancées significatives par quelques endroits, mais c'est très très rare. Et en général, c'est vraiment, on sent une poussée massive des Russes, avec aussi un potentiel, puisque les Russes n'ont pas ce problème de la réserve que n'ont pas les Ukrainiens, justement. Et donc, ils peuvent masser des troupes et potentiellement lancer une offensive. Là, on est en train de voir des mouvements se profiler vers Volchansk ou Kharkov. Ça peut, le nord de l'oblast de Kharkov, soumis également, ce qui est aussi un oblast dans lequel les Russes ont repris pied après l'avoir quitté en 2022. Et donc, ces deux parties-là pourraient voir une offensive russe probablement se développer dans les semaines qui viennent.
Alors, Régis Le Sommier, j'avais une double question pour vous. D'abord, sur un point de vue purement technique et pratique, quelle est la puissance de feu d'un drone quelque part? Est-ce qu'un drone peut, une question peut-être naïve, hein, mais faire exploser un tank? Est-ce que ça dépend de la taille du drone? Est-ce que ça dépend des dimensions du drone? Et deuxième élément, toujours sur les drones, on apprenait ce matin justement qu'il y a une offensive massive qui était lancée par l'Ukraine, justement par drone, où des dizaines, voire des centaines de drones ukrainiens seraient en route pour le sol russe. Alors, quel est l'objectif et est-ce que ça pourrait parvenir à déstabiliser ou au moins à désorganiser pour quelques jours l'armée russe? Alors non, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas pris connaissance encore de cette nouvelle offensive ukrainienne, mais d'abord les Ukrainiens, je vous dis, il faut pas du tout les sous-estimer. Ils sont très bons, ils ont eu l'avantage, ils ont développé les drones, notamment en position défensive, et ils ont assez bien performé. Ça leur a permis de combler parfois le manque de soldats, la pénurie d'armes, la pénurie d'autres munitions. Donc les drones ont énormément servi l'Ukraine jusqu'à présent. Alors, peut-être que c'est une riposte parce que les Russes aussi pilonnent depuis 3 jours Kiev, officiellement des installations militaires, mais d'après ce qu'on a vu aussi, ça tombe parfois sur des civils. Donc en ce moment, il y a une sorte d'accélération des bombardements et des envois de missiles de part et d'autre, en sachant que les Russes ont vraiment mis le paquet. Que les Ukrainiens ripostent, ça me paraît être une évidence. Maintenant, je ne crois pas que actuellement les Ukrainiens soient en disposition de perturber le dispositif russe à aucun endroit du front. Parfois, dans cette guerre, il y a eu des moments où les Ukrainiens ont eu l'avantage. La première année a été nettement à leur avantage, l'année 2022. Malheureusement, depuis 2023-2024, c'est plutôt à l'avantage des Russes et ça s'accélère aujourd'hui. Ce qui fait que, si vous voulez, globalement, c'est quand même ce qui explique que les Russes ne veuillent pas arrêter la guerre dans les négociations avec Trump. Alors, ils essayent de faire durer, de ne pas s'affranchir. Restons là-dessus, parce qu'il y a eu un événement assez important quand même qui s'est produit durant la nuit pour nous en France, c'est que Donald Trump a déclaré qu'il ne comprenait plus Vladimir Poutine et qu'il disait que Vladimir Poutine était fou. Et c'est quelque chose dont on avait beaucoup discuté ces dernières semaines avec vous, Régis, justement sur le fait est-ce que Poutine va saisir cette fenêtre, cette opportunité de négocier et d'avoir une sorte de cessez-le-feu, ou est-ce qu'il va utiliser à son avantage ces négociations pour poursuivre et progresser dans la guerre pendant que les Américains tempèrent un peu leur soutien à l'Ukraine? Concrètement, là, Donald Trump avait l'air quand même particulièrement remonté contre Vladimir Poutine. Oui, parce que Donald Trump constate que malheureusement, il est remonté contre Vladimir Poutine, mais aussi contre Volodymyr Zelensky. Hein. Et les deux en ont pris pour leur grade cette nuit dans cette déclaration typique des déclarations de Trump, une sorte de frustration manifeste du président américain qui pensait, on va dire, avec la guerre en Ukraine, essayer de faire un coup d'éclat majeur en diplomatie internationale et en imposant finalement ses vues. L'argument principal dont les Russes disposent, c'est justement cette progression constante et le fait qu'ils considèrent que les objectifs qu'ils se sont fixés en démarrant l'opération militaire spéciale en février 2022 n'ont pas été atteints, que l'Ukraine est toujours militarisée, que l'Ukraine est toujours... et que si les choses s'arrêtent et si un cessez-le-feu est imposé, leur obsession, c'est que l'Ukraine ne se réarme. Donc, dans les négociations, systématiquement, il y a eu, en précondition fixée par les Russes, le fait d'arrêter l'approvisionnement de l'Ukraine par les pays occidentaux et les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est plus ou moins fait, mais nous, Européens, continuons à envoyer des armes en Ukraine. Donc ça, les Russes... tant qu'il y aura cet état de fait, les Russes n'accepteront pas le cessez-le-feu. Ensuite, après, il y a la question des portions de territoire que les Russes vont conserver. Actuellement, il y a une des hypothèses qui est que, je vous ai
parler donc de Kharkov, Volchansk, qui est aussi sur l'oblast de Kharkov, et l'oblast de Soumy à côté, que les Russes essayent d'obtenir un maximum de terres dans ces deux parties de l'Ukraine, pour ensuite pouvoir les troquer pour ce qui reste des zones administratives de Kherson et de Zaporijjia. Il reste à peu près un tiers de ces deux oblasts qui sont toujours aux mains de l'Ukraine, à Donetsk aussi, mais là, à Donetsk, il y a eu quand même des avancées significatives du côté de Pokrovsk, avec Konstantinovka, une véritable percée des Russes. Donc là, il y a moins de territoire à conquérir, mais si vous voulez, il est possible que les Russes cherchent à avoir un maximum de territoire ukrainien, prendre des nouveaux oblasts, également symbolique aussi. Les Russes sont rentrés dans l'oblast de Dniepopetrovsk, qui jouxte le Donbass. Donc ils ont achevé, on va dire, leur reconquête partielle du Donbass, et ils sont rentrés dans une nouvelle région administrative qui est bordée par le Dniepr. Hein. Donc ça veut dire que s'ils conquièrent cette région administrative, ils arriveront au Dniepr. Et donc ils peuvent menacer la ville de Dniepro et la ville de Zaporijjia, qui n'est toujours pas dans leur coin, même s'ils possèdent une partie de la région. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair, mais ce serait mieux, ça aurait été bien d'avoir une carte. Avec une carte, ça aurait été idéal. Mais en tout cas, ce que je vous dis, voilà, globalement, troc des deux régions du Nord, du maximum de territoire qu'ils cherchent à conquérir là-bas, éventuellement la ville de Soumy aussi, pour ensuite récupérer Kherson ou récupérer les parties de l'oblast de Zaporijjia qu'ils convoitent. Donc ça, c'est une hypothèse. Alors, la Russie progresse, vous nous le dites, Régis Sommier, mais là, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait pour aboutir à la paix? Puisque bon, on est d'accord, ça fait quand même de multiples mois que Donald Trump est au pouvoir. À la Maison-Blanche, il avait dit que le conflit s'arrêterait avec lui en 48 heures. Manifestement, c'est pas le cas. 24 heures. 24 heures. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour aboutir à la paix? Parce que j'ai l'impression que cette solution de paix, finalement, elle est toujours plus éloignée. Disons que cette solution de paix, elle correspondait à l'époque où Donald Trump l'a émise la première fois, c'est-à-dire à l'époque de sa campagne électorale, où là, il y avait une sorte de stagnation du front, et potentiellement, les Russes pouvaient être plus intéressés. Maintenant qu'ils sont en progression, il est difficile de dire à une armée en progression, vous allez vous arrêter pendant 30 jours, on va faire la paix, en sachant que votre adversaire est toujours debout. Même si l'Ukraine est toujours debout, là, c'est aussi un autre argument. La paix, elle est souvent écrite par les vainqueurs, par ceux qui ont le lead. Actuellement, on fait comme si les Ukrainiens étaient à part égale avec les Russes. Or, c'est pas vrai. Alors, Donald Trump, lui, l'a compris, mais les Européens continuent à faire croire que l'Ukraine, potentiellement, peut gagner la guerre. On est un petit peu, je pense que, je vois que vous avez sur la table le bouquin de Jacques Beau, Guerre secrète en Ukraine, que je recommande chaudement, et qui explique justement le problème actuel, c'est que, à force de 3 ans d'intoxication, dans lesquels on s'est inscrit dans une narration victorieuse, d'une Ukraine victorieuse, face à une Russie décadente, faible, qui allait s'écrouler, eh bien, on a un peu de mal à faire un peu une volte-face et à analyser les choses concrètement en regardant qui a gagné ou qui est en passe de gagner et qui est en passe de perdre. Et là, actuellement, les signes d'effritement de l'Ukraine sont nombreux. Il n'y a pas que la question militaire, il y a aussi la question politique de l'avenir de Volodymyr Zelensky, de son rapport avec ces éléments extrêmes qui sont derrière lui, hein, des gens comme Yarosh, et Pravi Sector, mais également l'unité Azov qui est en train de se développer, qui recrute énormément et qui a aujourd'hui annoncé qu'il développait des brigades régionales, donc Azov qui monte en puissance, et tout ça évidemment n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il y a un véritable risque de somalisation, je vais dire, de l'Ukraine, c'est-à-dire des zones qui seraient contrôlées par des groupes armés possédant tout l'attirail d'une armée moderne, des groupes d'extrême droite, hein, puisque Azov ne l'a jamais caché, même si les journalistes européens et français ont essayé de cacher ça, mais assez difficilement, puisque Azov ne les a pas toujours aidés pour maquiller ça. On pourra en parler longtemps. Quand vous dites d'extrême droite, on est d'accord, ça veut juste dire nationaliste.
Non, chez Azov, il y a quand même des éléments que certains, pour les excuser, disent oui, c'est de l'héraldique, mais déjà le symbole. En fait, vous voulez dire qu'ils sont nazis, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, on est d'accord? Non, mais ça a beaucoup à voir avec le national-socialisme allemand, en fait. Oui, il y a une véritable empreinte, mais tout ça a été gommé depuis 3 ans et on essaye de nous faire croire que ce ne sont que des éléments résiduels, etc. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Ces groupes ont accepté en effet on va dire, de se mettre sous l'ombrelle de l'armée ukrainienne pour Azov de de devenir la 3e brigade, mais ils gardent toute leur puissance, ils gardent toute leur... d'ailleurs, leur chef, Propopenko, Denis Propopenko, a protesté là, puisque dans l'échange, parce qu'il y a eu aussi 1000 prisonniers échangés, mais il n'y a pas un mec d'Azov qui a été 2000 libéré. d'ailleurs. Voilà, 1000 de part et d'autre, il n'y a pas un mec d'Azov. Donc Azov a protesté officiellement par le fait que les siens ne faisaient pas partie de la négociation pour être rapatriés en Ukraine. Donc ils ont une vraie puissance. Cet échange, il voulait dire quoi exactement? Parce qu'effectivement, c'est un contexte, vous l'avez rappelé, dans lequel les tensions s'accroissent après quand même quelques mois où on était dans une guerre qui avait un petit peu baissé en intensité à cause des négociations, enfin grâce aux négociations. Qu'est-ce que ça veut dire cet échange de prisonniers au moment où les Russes, encore une fois, reprennent l'avantage et au moment où il y a ces offensives même contre les civils? L'échange de prisonniers, c'est une manière de dire on a négocié, en l'occurrence à Istanbul, et on a abouti à quelque chose. Quand sur tout le reste, on aboutit sur rien ou pratiquement. On peut se réjouir donc de cet échange. On peut se réjouir aussi du fait que pour la première fois depuis mars 2022, enfin avril 2022, vous savez, ce fameux accord qui avait été annulé par l'intervention de Boris Johnson, les Ukrainiens et les Russes ne s'étaient plus parlé directement. Là, ils se sont à nouveau reparlés directement, avec des choses assez cocasses, puisque les Ukrainiens utilisant des interprètes pour parler en russe, alors que tout le monde parle russe dans l'histoire, et que quand dans une bonne part des négociations, ça s'est fait en russe, hein, de même que le conseiller de Zelensky, Alexei Arestovitch, avait avoué que jusqu'à la fin 2022, à l'état-major ukrainien, tout le monde parlait en russe, quoi. Donc ça, c'est aussi des choses intéressantes qui montrent que les deux destins de l'Ukraine et de la Russie sont liés, puisque ils partagent quand même une langue en commun, et donc on va dire que c'est le minimum, vous savez, c'est le plus petit dénominateur commun, de trouver des échanges de prisonniers. Ça mange pas de pain, ça s'est fait tout au long de la guerre, c'est aussi intéressant, et après le problème c'est de trouver ces prisonniers, parce que il semblerait que les Russes en aient plus que les Ukrainiens, donc les Ukrainiens ont eu un peu de difficulté à rassembler 1000 prisonniers russes. Je pense qu'ils en ont encore, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de Poutine et de Zelensky, la volonté de montrer qu'ils n'ont besoin ni des Américains, ni des Turcs, ni surtout de Keir Starmer et Emmanuel Macron, qui sont capables de parler tout seuls? D'un point de vue, on va dire, de la crédibilité de Zelensky et de son gouvernement, oui, sans doute. Poutine, oui, mais là, encore une fois, il faut voir comment sont capées les délégations de part et d'autre. À Istanbul, la figure principale chez les Ukrainiens, c'était le ministre de la Défense. Donc et chez les Russes, c'était un personnage qui a déjà servi justement aux négociations, mais qui était un ancien ministre de la Culture. S'il y avait eu chez les Russes Sergueï Lavrov, c'était un signe déjà que les négociations étaient en phase d'aboutir. Et en fait, en regardant la composition de la délégation, on peut déjà dire si la négociation peut aboutir ou pas. Et là, en l'occurrence, voilà, on est arrivé à un échange de 1000 prisonniers de part et d'autre, et quelques promesses. En fait, on a plus discuté, on a plus négocié sur ce sur quoi on allait négocier, oui, que une négociation réelle sur véritablement un cessez-le-feu. Volodymyr Zelensky avait donné pour mission à sa délégation, puisqu'il ne s'est pas rendu à Istanbul. Vous savez, il était à Ankara à côté, il n'est pas venu à Istanbul, parce qu'il a vu qu'il y avait en face
que les Russes n'étaient pas sérieux, entre guillemets. Donc, il n'y avait pas son équivalent en face. Poutine n'allait pas venir, donc il n'est pas venu. Mais il a dit, vous négociez le cessez-le-feu, point final. Donc déjà, ça réduisait les espérances. Et c'est aussi pour ça que les Américains sont agacés, parce qu'ils comprennent que chacun veut pourrir le jeu, chacun a des intérêts pour pourrir le jeu, les Russes à faire durer pour que la guerre dure, et Zelensky pour conserver son pouvoir. Mais justement, à ce niveau-là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, de toute façon, les relations entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ça fait quelques mois qu'elles sont tendues, elles se réchauffent, elles se refroidissent, etc. Donc, on n'est pas nécessairement surpris de ce qui se passe. En revanche, encore une fois, ce coup de gueule de Donald Trump face à Vladimir Poutine est ce qu'il y a eu de plus brutal, enfin les mots les plus brutaux qu'il a eu depuis qu'il est en campagne même, où il disait que Vladimir Poutine était un homme raisonnable, un homme avec qui qu'il connaissait bien, un homme avec qui il savait discuter. Là, on a l'impression quand même que au-delà du Trumpisme, du style Trumpiste, disons, il y a quand même un choc pour Donald Trump qui est véritablement déçu. On voit que Vladimir Poutine veut absolument poursuivre sa guerre parce que il a l'avantage. Concrètement, qu'est-ce que les Américains pourraient faire ? Qu'est-ce que Donald Trump pourrait faire pour soit avoir sa victoire diplomatique, soit pour, d'une certaine façon, inciter Vladimir Poutine à négocier à tout prix. Parce que là, on a l'impression qu'il y a une forme de... On connaît Trump qui est parfois très... vindicatif personnellement, disons. On sent qu'il y a une forme de rancœur qui est presque en train de naître et une forme de colère envers Poutine qui ne le laisse pas avoir sa victoire militaire. Non, mais c'est le problème de Trump, c'est Trump lui-même. Depuis très longtemps, c'est un personnage qui arrive à pousser son destin au sommet. Il a été capable de retomber, de perdre les élections pour ensuite les gagner à nouveau. Il a fait ce que les Américains adorent, c'est-à-dire un comeback. Ensuite, il s'est imposé comme leader du monde, même s'il dit que c'est America First, mais il reste quand même au centre de tout. Ce qui est très intéressant et très paradoxal, c'est qu'en effet, autant en Ukraine, les choses piétinent et on sent une certaine frustration, mais dans le même temps, je crois quelques heures avant, Trump avait pondu un communiqué en disant que les choses avançaient avec l'Iran. Il a dit « very, very good ». Alors ça, évidemment, ça fait pas les affaires de Netanyahou, mais bon, on s'éloigne, il semblerait, avec l'Iran, d'une perspective de frappe et de déclenchement d'une nouvelle guerre et d'un accord qui pourrait intervenir et qui serait sur les mêmes bases que celui de 2015, que le même Trump avait jeté à la poubelle, on s'en souvient, en 2018. Donc là, voilà, il y a des choses, on ne s'attendait pas à ce que ça progresse du côté iranien et on pensait que ça progresserait du côté ukrainien. En tout état de cause, le problème de Trump principal, effectivement, c'est son impulsivité, même si elle s'est, on va dire, modérée peut-être par rapport à sa première présidence. On le voit bien avec les accords sur les tarifs douaniers. D'un coup, il menace 50% pour l'Europe, et puis il met un moratoire jusqu'en juillet. On verra en juillet, donc il repousse l'application des hausses tarifaires. Il négocie avec la Chine, il négocie avec tout le monde là-dessus, hein, chacun des pays. Mais il a cet avantage incroyable, c'est que en pratiquant cette politique, il a aligné la planète entière autour de lui. Même ses amis comme ennemis sont obligés de tenir compte des tarifs pratiqués par les États-Unis et d'avoir une opinion dessus. Et donc, il est au centre du jeu à chaque fois. Or, il a tenté, d'ailleurs aussi sur le conflit pakistanais et indien, de dire c'est moi qui l'ai solutionné. Là, le ministre des Affaires étrangères pakistanais a dit non, pas du tout, c'est des discussions qu'on a eues avec les Indiens, c'est nous-mêmes qui avons... Trump n'a rien à voir là-dedans, il a passé quelques coups de fil, donc il a tendance à montrer qu'il est le faiseur de paix. Alors, ce qui ne marche pas en Ukraine. Et ce qui ne marche pas en Ukraine, parce que, en fait, Trump fait partie de notre monde, et notre monde, c'est un monde du temps court, alors que le monde de Vladimir Poutine, et même d'une certaine mesure des Ukrainiens, c'est le temps long. C'est un monde où les choses se font avec un certain rythme qui n'est pas le même que Donald Trump, et la personnalité de Poutine, qui est un judoka, qui est aussi un joueur de hockey, mais c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui a une sorte et je vais prendre la métaphore classique des Russes avec les échecs, mais c'est un peu ça. Il a toujours plusieurs coups d'avance, tandis que Trump, il veut tout de suite.
Il veut une négociation et surtout, et ça je pense... En 30 secondes. Ah, il reste 30 secondes. Oui. Et je pense aussi que Trump est honnêtement et sincèrement habité par une véritable crainte de la guerre, une horreur de la guerre. Je ne sais pas d'où ça lui vient. Il ne veut pas voir les hommes mourir. Ça, je pense que c'est sincère, c'est authentique chez lui. Et plus ça C'est sans dure doute en qu'il n'est pas Ukraine... très démocrate. Ben, je sais pas. Peut-être vous en déduirez ce que vous voulez, Richard. Mais en tout cas, je pense que c'est une constante. Et il regrette que des centaines d'hommes meurent encore tous les jours en Ukraine. Je pense que c'est quelque chose qui le motive beaucoup. Mais après, c'est pas lui qui donne le tempo. C'est pas lui qui fait la guerre et c'est pas lui qui en passe de la gagner. Et c'est ça le problème. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, de nous avoir éclairé, Merci. y compris sur le sujet des drones philo-guidés.